Ce cours intitulé Les grands courants de la sociologie va s'intéresser aux différentes théories sociologiques, c'est-à-dire à un des aspects qui explique le caractère pluriel de la discipline. L'objectif de ce cours est donc de préciser les différentes explications du social en présentant les différents courants théoriques représentés par des auteurs de la discipline. Pour répondre à cette intention, le cours s'organise en 6 volets, en 6 chapitres, et à chacun de ces volets sont rattachés non seulement des références livresques, mais aussi des textes choisis nécessaires à s'approprier. La première séance, celle d'aujourd'hui donc, va présenter l'objet de la sociologie et notamment les différents enjeux de définition, notamment concernant le social. Le deuxième cours s'intéressera à un premier grand courant sociologique que l'on nomme le holisme, et à ce titre, on s'intéressera plus précisément à Émile Durkheim et à Pierre Bourdieu. Le troisième cours présentera le fonctionnalisme à partir des travaux de Malinowski et de Parsons. Le quatrième cours traitera du structuralisme, autour notamment des travaux de Claude Lévi-Strauss et de Pierre Bourdieu. Le cinquième cours traitera de l'individualisme méthodologique, particulièrement autour des travaux de Raymond Boudon. Et enfin, le sixième cours présentera l'interactionnisme symbolique, particulièrement la sociologie américaine et l'école de Chicago. Pour ce premier cours introductif, nous allons organiser le propos autour de 3 points. Premièrement, l'objet de la sociologie. Deuxièmement, la visée scientifique de la sociologie, et enfin, nous verrons quelques définitions du social. Avant d'entrer dans le détail de ce premier cours, faisons un préambule. À ce titre, rappelons rapidement les intentions de la discipline, de même que ses précurseurs. À l'instar de l'ethnologie et de l'anthropologie, l'apparition de la sociologie est tributaire d'un contexte socio-historique qui combine durant le XIXe siècle des événements historiques et des mutations culturelles. Les événements historiques de cette période renvoient à la révolution industrielle qui se traduit par une révolution technique, le chemin de fer, le charbon, l'expansion du capitalisme marchand et industriel, l'essor de nouvelles classes sociales comme la bourgeoisie, le prolétariat, l'urbanisation, mais aussi le bouleversement politique autour du mouvement des nationalités en Europe, autour également du déclin du pouvoir aristocratique et surtout de l'avènement des mouvements démocratiques, libéraux et républicains. Concernant les mutations culturelles, on peut noter que l'on assiste progressivement au déclin de valeurs traditionnelles, notamment l'esprit communautaire, au profit de valeurs individualistes et égalitaires. Ces mutations culturelles renvoient aussi à des changements intellectuels permettant de connaître autrement que par l'explication divine les conduites humaines. Ces changements sont marqués par l'individuation. Désormais, il est possible effectivement de penser l'individu en dehors de la communauté, et aussi le rationalisme, c'est-à-dire la mise en place progressive d'un nouveau mode de connaissance de cet individu en société. Ainsi, la sociologie est qualifiée de fille de la modernité, et ses pères fondateurs, chacun à leur manière, s'assignent une même tâche, à savoir dessiner les contours de la société nouvelle en train de naître sous leurs yeux. La sociologie s'enracine donc dans une sorte de réformisme social et dans une philosophie politique que lui inspirait cette révolution industrielle. Pour répondre à cette ambition de réforme sociale, il faut expliquer comment la société est possible. Et pour répondre à cette ambition de réforme sociale, faut-il encore expliquer une réalité, en l'occurrence sociale, c'est-à-dire expliquer comment la société est possible, qu'est-ce qui la rend possible. Pour expliquer une société, on suppose sociologiquement qu'il existe des causes sociales, soit encore des déterminismes sociaux. Cette question suppose que l'existence même d'une société dépend de certains facteurs spécifiquement sociaux. Autrement dit, pour expliquer une société, pour expliquer comment une société est possible, comment elle fonctionne, comment elle change, mais aussi comment elle perdure,
on suppose sociologiquement qu'il existe ces fameuses causes sociales ou encore ces fameux déterminismes sociaux. Ce que l'on veut dire par déterminisme, c'est qu'il est possible de distinguer dans la réalité ce qui est aléatoire et ce qui est précisément déterminé. Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion de déterminisme, mais disons déjà que le déterminisme signifie que la réalité que l'on observe n'est pas seulement due au hasard, au seul aléa. Autrement dit, il est possible de distinguer dans la réalité ce qui est aléatoire et ce qui est déterminé. La sociologie vise donc à cerner ces fameux déterminismes sociaux qui permettent d'expliquer comment une société est possible. Et à ce sujet, Durkheim écrira « Les faits sociaux ne doivent être expliqués que par d'autres faits sociaux et non pas par des faits d'un autre ordre, par exemple psychologique. » Parmi les pères fondateurs de la discipline, on peut distinguer deux générations. D'une part, les précurseurs, au XIXe siècle, avec des auteurs comme Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Karl Marx ou encore Herbert Spencer. Ces auteurs sont les figures marquantes des précurseurs de la discipline. Ils ne se définissent pas encore comme sociologues, mais leur approche de la société ont profondément inspiré la discipline. Les fondateurs, que l'on situe entre le XIXe siècle et le XXe siècle, sont, entre autres, Émile Durkheim, qui analysera la société comme plutôt une contrainte, Max Weber, qui proposera une sociologie de l'action, les sociologues américains de l'école de Chicago, qui vont étudier, en tous les cas concernant la première génération des sociologues de cette école, la ville en train de se construire, notamment William Isaac Thomas ou encore Robert Park. Ces auteurs sont les principales figures fondatrices de la discipline. Ils vont constituer la sociologie comme discipline autonome, c'est-à-dire définir son champ d'études, ses méthodes, son assise institutionnelle, notamment autour de chaires universitaires, de revues spécifiquement sociologiques. Venons-en maintenant au premier point que nous souhaitons développer dans ce premier cours, c'est-à-dire l'objet de la sociologie. Pour entrer dans le détail de ce premier point, on peut ouvrir un premier sous-point intitulé « Le passage d'un ordre de connaissances à un autre ». En effet, tout un chacun détient une connaissance qu'on peut qualifier d'empirique du social, c'est-à-dire une connaissance fondée sur des expériences diverses et plurielles. En effet, tout un chacun connaît le social bien avant d'entrer dans un parcours d'apprentissage de la sociologie. Mais cette connaissance du social s'effectue à l'aune de nos diverses expériences personnelles en tant qu'acteurs sociaux. Nous avons donc une connaissance qu'on va qualifier d'empirique du social, ou plutôt une connaissance du social fondée sur nos expériences personnelles diverses et variées. Or, le projet de la discipline sociologie est de produire une connaissance rationnelle du social. Effectivement, pour s'instituer comme discipline scientifique autonome, la sociologie a dû produire une connaissance du social d'un autre type que celle de tout à chacun, c'est-à-dire d'un autre type que la connaissance empirique du social. Il s'agissait entre autres, ou surtout, de produire une connaissance du social qui ressorte, qui s'appuie sur un autre ordre de connaissances que l'on va qualifier ici de rationnel, de logique. Pour mieux le comprendre, on peut se donner un exemple relativement simple issu du règne minéral. Effectivement, nous connaissons et reconnaissons ce qu'est de l'eau, parce que nous en avons une expérience concrète, physique, par le corps. L'eau désaltère quand nous avons soif, elle rafraîchit quand nous avons chaud, par exemple. Mais il existe une autre connaissance de l'eau, cette fois rationnelle, mathématique même, qui, dans cet ordre de connaissances, renvoie à la formule de la physique moderne H2O.
Dans les deux cas, il s'agit du même élément minéral, l'eau, mais connu et reconnu à travers deux ordres de connaissances différents, à savoir l'expérience du corps et la connaissance rationnelle. On pourrait multiplier les exemples et reconduire la démonstration à partir de la chute de la pomme, par exemple, puisqu'on reconnaît le phénomène de la chute de la pomme par l'expérience physique de la douleur occasionnée par son contact, par exemple, avec notre crâne. On connaît et reconnaît la chute de la pomme parce que ce phénomène, d'un point de vue physique, ou plutôt mathématique, est la manifestation, cette fois, d'une loi générale, celle de la gravitation. Ainsi, à partir de ces exemples, on peut avancer que l'obstacle premier à la formation de l'esprit sociologique est précisément cette connaissance empirique du social. En effet, concernant la sociologie, on peut dire, contrairement à d'autres disciplines, que l'apprentissage de la sociologie présente une spécificité, c'est que celui qui souhaite s'y former en sait déjà beaucoup trop sur le social, et c'est sans doute une des premières entraves à la formation de l'esprit sociologique. Nous essaierons d'y revenir un peu plus tard dans le détail. Toujours est-il que, pour faire de la sociologie, il faut opérer une sorte de passage entre une connaissance empirique du social et une connaissance rationnelle du social. Cette dernière requiert l'emploi d'outils dont, entre autres, les fameux concepts. Dans tous les cas, le passage d'un ordre de connaissance à un autre ordre de connaissance du social requiert l'emploi de ces outils, les concepts, qui sont, on le redira, une construction mentale, intellectuelle, qui vise à produire une connaissance rationnelle d'un phénomène, en l'occurrence social. Deuxième point, deuxième idée dans ce premier point sur l'objet de la sociologie, nous allons l'intituler « Problème social, problème sociologique ». Le passage d'une connaissance empirique à une connaissance rationnelle du social s'effectue par l'opération de construction de l'objet de recherche. À ce sujet, Gaston Bachelard écrit « La science réalise ses objets sans jamais les trouver tout faits. Elle ne correspond pas à un monde à décrire, elle correspond à un monde à construire. Le fait est conquis, construit et constaté. » Tous les sociologues s'accordent sur le fait que la construction de l'objet de recherche est un des points essentiels et en même temps le plus difficile de la recherche, le fondement sur lequel, au fond, tout le raisonnement repose. Cette étape commence dès le début du travail sociologique et se poursuit jusqu'au recours au concept. Mais dire cela, c'est décrire une démarche assez abstraite. C'est parce que la construction de l'objet échappe à toutes les recettes ou procédures. Ainsi, c'est souvent à ce niveau que s'apprécie le degré de formation du sociologue, où se relève son intelligence, ses qualités, à savoir une rigueur, une intuition, une certaine connaissance maîtrisée, une imagination, le sens de l'abstraction. Ce principe vaut aussi, bien évidemment, pour la sociologie, puisque l'objet dont elle traite n'est pas donné d'avance, qu'il faut donc le construire et surtout ne pas le confondre avec l'objet social. Et pourtant, c'est bien souvent l'écueil que rencontrent certains, c'est-à-dire ceux qui se laissent avoir, dirait-on, par la réalité sociale. C'est souvent le cas, par exemple, mais pas seulement, en sciences politiques, où les chercheurs prennent comme objet, par exemple, l'institution politique, considérant que cette dernière forme un tout et qu'il s'agit tout simplement de la décrire et surtout de s'en tenir à cette description. Or, d'un point de vue sociologique, on sait que la description d'une réalité sociale est nécessaire, mais elle ne satisfait pas à la construction d'un objet de recherche. Autrement dit, décrire une réalité sociale est nécessaire, mais cette étape n'est pas à confondre avec la recherche d'un ensemble de relations explicatives au-delà de ce qui est décrit.
Or, nombre de sociologues débutants, nous dit Bourdieu dans le métier de sociologue, agissent comme s'il suffisait de se donner un objet de réalité sociale pour détenir du même coup un objet doté de réalité sociologique. La distinction peut paraître subtile, mais quelques exemples peuvent nous aider à mieux le comprendre. Erving Goffman, sociologue américain, publie en 1961 un ouvrage intitulé Asile, qui porte donc sur une approche sociologique de l'institution asilaire. A priori, il possède un objet doté d'une réalité sociale, l'asile. Il peut le décrire, l'analyser. Or, il a découvert qu'à côté du règlement officiel de l'institution asilaire et de son but thérapeutique, s'était établie une organisation sociale parallèle interne. Pour assurer le fonctionnement de l'institution, autrement dit, s'était créé chez les malades et chez les gardiens, les infirmiers, un ensemble de coutumes, de règles, de hiérarchies bien plus réelles et efficaces que l'organisme et le règlement intérieur affiché de l'institution, ce qui modifiait les objectifs apparents de l'institution. Ainsi, Goffman a construit un objet sociologique, c'est-à-dire le système de relations à l'intérieur de l'institution asilaire. De la même façon, lorsque Pierre Bourdieu étudie dans les années 60 l'organisation de l'enseignement public en France, il aurait pu qualifier cette organisation de démocratique, gratuite et donc, de ce fait, ouverte à tous et ainsi décrire les différentes étapes de l'enseignement et leurs diverses orientations. Or, dans Les Héritiers qu'il publie en 1964, il démonte plutôt ces apparences et montre par une analyse quantitative du recrutement et qualitative des critères de sélection comment en fait le système de l'enseignement public français fonctionne en faveur d'une classe sociale déterminée. Ces travaux, éloignés les uns des autres, présentent pourtant un caractère commun. Ils recherchent ce qui anime la réalité sociale et cherchent à l'expliquer. Mais la manière dont les responsables publics, les médias d'information traitent de problèmes sociaux contribue à obscurcir cette distinction entre problème social et problème sociologique. En effet, les médias d'information, par exemple, parlent de problèmes sociaux quand quelque chose dans la société ne fonctionne pas de la façon dont elle est supposée le faire, selon une interprétation plutôt officielle. Ils attendent alors du sociologue qu'il étudie le problème comme ils l'ont défini et qu'il propose une solution qui arrangera la situation à leur propre satisfaction. Or, le problème sociologique ne consiste pas à savoir pourquoi les choses ne fonctionnent pas selon le point de vue de quelques-uns, les autorités légales par exemple, mais de savoir comment le système entier fonctionne, quelles en sont les fondations et comment il est maintenu ensemble. Par exemple, problème social, imaginons que les autorités publiques d'une aire géographique urbaine soulignent un problème de délinquance juvénile sur ce territoire, problème justifié à leurs yeux par des troubles de l'ordre public. Le sociologue sur ce sujet pourrait se dire que les autorités publiques ont toujours tendance à exagérer les faits, qu'elles participent à attiser la violence, qu'il faut bien que les jeunes, qui plus est dans des situations de chômage, expriment leur existence. À l'inverse, le sociologue pourrait se dire que les jeunes sont par nature une population à risque qu'il faut savoir encadrer, éduquer, rappeler à la règle, et que c'est le rôle des autorités publiques que de le leur rappeler en ripostant à des actes de désordre public. De tels points de vue ne sont sociologiquement pas tenables, ou alors le sociologue tient ses propos au titre de citoyen lambda, habilité à défendre un point de vue sur telle situation, mais pas du tout en tant que sociologue. La démarche pour laquelle il doit opter est de prendre en compte la diversité des positions sociales des acteurs sociaux qui participent de cette situation sociale et la diversité des points de vue, c'est-à-dire du sens que chacun de ces acteurs sociaux mettent dans ce qu'ils observent. Ainsi, le sociologue, peut-on dire, déconstruit le problème social, c'est-à-dire
qu'il n'adhère pas à des points de vue des acteurs sociaux, mais tente de prendre en compte l'ensemble des points de vue qui interviennent dans la situation observée. Ensuite, il essaie de construire un objet de recherche qui peut être, en rapport à l'exemple cité tout à l'heure, moins celui de la délinquance juvénile que celui, par exemple, de la cohabitation urbaine sur une aire géographique précise, s'interroger en somme sur ce que veut dire que de résider, que de partager avec d'autres quotidiennement un espace de vie sociale urbaine, bref, de décrire un système de relations sociales non visible d'emblée par le problème social. Faire l'économie de la tâche de la construction de l'objet de recherche, c'est au fond reprendre à son compte la logique de ce qui est préconstruit, c'est-à-dire reprendre le découpage social du réel sur le modèle des problèmes sociaux du moment. C'est du coup se transformer en ingénieur du social et non en sociologue. Sans la démarche de construction de l'objet sociologique, le chercheur ne peut établir de nouvelles relations entre les phénomènes sociaux étudiés. Troisième point, dans ce premier point concernant l'objet de la sociologie, on l'intitulera « La sociologie travaille sur du déjà construit ». En effet, non seulement l'objet de la sociologie n'est pas donné d'avance, il est à construire par le chercheur, mais les données empiriques à partir desquelles travaille le sociologue ne sont pas la réalité, mais plus justement une construction sociale produite par les hommes. À ce sujet, par exemple, Jean-Claude Quintel écrit « Cette réalité de Monsieur Tout-le-Monde correspond à ce qu'on appelle le concret. Or, si celui-ci paraît d'une simplicité à toute épreuve, c'est précisément dans la mesure où il n'a aucune conscience des processus qui œuvrent en lui pour la lui fournir sous cette forme. Le concret lui paraît marqué du sceau d'une évidence dont les sciences humaines dans leur ensemble commencent par dénoncer l'illusion. Une telle évidence représente pour elle le résultat d'une construction psychique élaborée. La construction en question apparaît d'abord au sociologue comme sociale. Autrement dit, le sociologue a toujours affaire à des données qui sont déjà élaborées, déjà construites par les hommes en société, soit ce que Émile Durkheim nommait des univers de fiction qui, pour lui, se surajoutent à la nature et sont des ensembles de conventions sociales, de normes, de façons de faire, de façons de penser. Sur ce sujet, il faudrait lire l'ouvrage de Peter Berger et Thomas Luckmann intitulé « La construction sociale de la réalité », ouvrage mentionné en référence bibliographique. Deuxième point, la visée scientifique de la sociologie. Pour préciser cette visée scientifique de la sociologie, essayons de nous doter d'une définition de la science. On peut appeler science la connaissance formulée linguistiquement, c'est-à-dire par des mots, des déterminismes qui constituent la réalité. Commentons cette phrase en reprenant chacun de ces termes. Tout d'abord, connaissance. La science produit de l'explication. Elle ne transforme pas le monde et en cela, elle n'est pas normative. Elle est seulement constative. Pour constater quelque chose, il faut y avoir accès, directement par l'observation, indirectement par l'expérimentation. L'expérimentation utilise l'artifice d'outils. Une goutte d'eau peut être perçue, mais non une molécule d'eau. Nous savons qu'elle existe grâce à des mesures expérimentales. Formulée linguistiquement, c'est-à-dire par des mots, renvoie à l'idée que cette connaissance s'énonce, se dit, s'explicite. Même si elle s'expose dans des formules mathématiques, des dessins, des schémas, tous ces vecteurs résument des concepts, des raisonnements qui sont lisibles, c'est-à-dire formulables en phrases. Cet aspect de la science est le versant théorique de la connaissance scientifique. La science est essentiellement un fait de langage. Il est d'ailleurs significatif de relever que beaucoup de noms de sciences se terminent par le suffixe logie, de logos, par exemple, sociologie, biologie, psychologie, etc.
des déterminismes qui constituent la réalité. La notion de déterminisme est tellement générale qu'il est souvent difficile de l'exposer simplement. Essayons néanmoins de la définir en la mettant en rapport avec d'autres concepts auxquels elle s'oppose. La notion de déterminisme veut dire que l'on pose par principe l'existence de la réalité. Elle veut surtout dire que la réalité n'est pas pur hasard, pur aléa, et que cela peut s'observer et s'expérimenter. Dans la réalité, on peut donc pratiquement distinguer entre ce qui est déterminé et ce qui est aléatoire. Par exemple, on peut observer des hirondelles en France au printemps, mais pas en hiver. Un ornithologue expliquera qu'il s'agit d'une espèce migratrice qui fait régulièrement le voyage entre l'Afrique et l'Europe. Ceci est biologiquement déterminé. En revanche, il ne pourra pas prévoir le lieu exact où va séjourner l'hiver prochain le petit qui est né cet été dans telle grange du Morbihan. Ceci est aléatoire. On dit aussi contingent. Autre exemple, l'enfant qui, du haut d'une cage d'escalier de 6 étages, lance un ballon. Un vieil homme entre. Quelles sont les chances pour que le ballon lui tombe sur la tête? Ceci se calcule, se prévoit selon des déterminismes de la science physique, par exemple la force du jet, la trajectoire du ballon, la rapidité du pas du vieillard, etc. Mais il y a un aléa, ou en tous les cas celui-là peut exister, par exemple un chat poursuit une souris au moment où le vieil homme entre. Résumons-nous. Toute science pose en principe qu'il existe dans la réalité des causes qui la déterminent et que ces causes sont accessibles, mais seulement relativement accessibles. Elle s'efforce donc de formuler cette causalité sous forme de loi avec un maximum d'exactitude. Nous pouvons rapprocher les 4 concepts suivants: déterminisme, loi, principe de nécessité, principe de causalité. Le reste est considéré comme hors de portée de la connaissance scientifique, relevant du hasard, de l'aléa ou encore de la contingence. Ainsi, par la science, on conçoit qu'il y a des causes à ce que l'on peut observer et on se limite à expliquer ce qui est causé. Ce rapport à la réalité implique donc que toute science se donne un objet. C'est le versant objectif de la connaissance scientifique. On n'y parle pas pour le plaisir de parler, on y parle de ce qui cause, c'est-à-dire de ce qui détermine l'objet dont cette science parle. En cela, faire scientifiquement de la physique, de la sociologie, revient à satisfaire à ces conditions. Deuxième idée dans ce point qui concerne la visée scientifique de la sociologie, on l'intitule « L'ambition scientifique de la sociologie ». Dès ses origines, la sociologie vise en effet cette ambition scientifique et de ce fait, elle cherche à cerner la spécificité de son objet, c'est-à-dire la spécificité du social. En effet, et sans reprendre une histoire de la sociologie, on peut noter que cette science du social, dès ses origines, vise la découverte des lois du social, des invariants du social. Elle nourrit effectivement ce projet initialement en imitant le modèle des sciences de la nature tel qu'il s'est exprimé au XVIIIe siècle chez des philosophes comme Locke ou encore Montesquieu. L'idée étant que les hommes en société, comme n'importe quel autre objet physique, sont tributaires de lois semblables aux lois de la nature. Pour illustration, on sait que Durkheim avance que ce que postule la sociologie, c'est simplement que les faits que l'on appelle sociaux sont dans la nature, c'est-à-dire sont soumis au principe de l'ordre et du déterminisme universel par suite intelligible, dit-il. On parle à ce propos de vision naturaliste de la sociologie. Mais la conception de la sociologie de Durkheim, c'est-à-dire viser à dégager des lois du social à partir du modèle des sciences de la nature, a été critiquée par certains penseurs qui ont fait valoir une différence radicale entre les sciences de la nature
et les sciences de l'homme. Par exemple, le penseur allemand Dilthey différencie les sciences de la nature de celles de l'esprit. Les premières, nous dit-il, sont considérées comme nomographiques et les secondes comme idéologiques. Nomographique, ça veut dire des sciences pour lesquelles il est possible de dégager des lois, et les secondes, idéologiques, des sciences pour lesquelles il est impossible de dégager des lois. Conséquence, les propositions que l'on pourra tenir sur les premières, c'est-à-dire les sciences nomographiques, seront de l'ordre de l'explication, et les propositions que l'on pourra tenir sur les secondes, c'est-à-dire idéologiques, seront de l'ordre de la compréhension. Cette distinction opposera deux paradigmes fondamentaux de la sociologie, illustrés par deux figures canoniques de la discipline, à savoir Émile Durkheim concernant l'explication et Max Weber concernant la compréhension. On ne s'attardera pas pour le moment sur les sociologies de ces auteurs, on notera seulement que l'ambition scientifique de la sociologie pose dans le même temps la question de son objet, c'est-à-dire la question de la spécificité de son objet de recherche. Troisième point, la spécificité de l'objet de la sociologie. L'objet d'une science n'est pas réductible à n'importe quel objet. Le terme objet de science n'a pas le sens du mot objet que l'on trouve dans le sens courant et qui renvoie à une chose visible, audible, bref, à une chose bien concrète. Il n'y a pas de science de la table, de science de l'ampoule, il n'y a pas de la science du nuage qui passe devant la fenêtre, etc. Une science a pour objet précisément un type de déterminisme, un type de cause, soit en fait un ordre défini de lois et non pas quelque chose concret, de repérable autour de soi, c'est-à-dire non pas un phénomène. Certes, une science prend en compte les phénomènes particuliers qu'elle peut observer, mais c'est pour prouver qu'ils sont des effets d'une cause plus générale. Autrement dit, pour un même phénomène, on peut dégager plusieurs ordres de déterminisme ou plusieurs ordres de causalité, renvoyant chacun à une science spécifique ayant son objet particulier. Prenons l'exemple de deux voitures qui se percutent à un carrefour. On peut apprécier cette observation, cet événement, ce phénomène, d'un point de vue purement physique, en s'attachant à dégager les trajectoires cinétiques, les vitesses et champs de force impliqués dans l'accident, l'impact du choc en termes d'énergie, etc. Mais on peut également appréhender ce même phénomène d'un point de vue médical en évaluant les dommages corporels engendrés par l'accident. On peut aussi approcher cet accident d'un point de vue sociologique en s'attachant dans ce cas à l'interaction qui se noue entre les deux protagonistes. Sont-ils en train de s'insulter? Sont-ils, à l'inverse, en train d'être attentifs à ce qui arrive à l'autre personne? C'est dire au fond que les choses ou les phénomènes ne sont que le terrain sur lequel se projettent autant de sciences que l'on conçoit de types de causes. Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent, si l'on considère que la cause de l'accident est imputable à une défaillance mécanique, on sollicitera les apports de la physique mécanique pour rendre compte de l'événement. Si, par contre, on considère que la cause de l'accident est imputable à un comportement déviant de l'un ou l'autre des conducteurs, on sollicitera la psychologie sociale pour rendre compte de l'événement. L'objet de la sociologie renvoie à l'identité d'un ordre de déterminisme propre, spécifique au social, sur lequel précisément les sociologues ne s'accordent pas, voire réfutent même l'existence. Et cette question aujourd'hui n'est pas réglée. C'est pourquoi très souvent la sociologie est qualifiée de science jeune, parce que précisément elle cherche encore à définir la spécificité de son objet, et donc ses méthodes, ses modes d'expérimentation.
Cette jeunesse s'atteste, se repère par au moins 2 aspects. Elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle cherche encore ses fondements et qu'elle cherche à définir précisément le social. Elle est diverse et plurielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants de pensée qui visent tous à expliquer ce qu'est le social, mais qui se distinguent entre eux par leur base théorique, par leur domaine de recherche. Ainsi, selon la spécificité que les sociologues vont accorder au social, ils ne rechercheront pas les mêmes lois, pas les mêmes invariants, pas les mêmes déterminismes, ne mobiliseront ni les mêmes concepts, ni les mêmes méthodes. Troisième point, des définitions du social. Pour traiter de ce point, on va ouvrir plusieurs sous-points qui traitent précisément des différentes définitions du social. Premièrement, une définition du social qui le rapporte aux faits sociaux. Cette définition du social est spécifique à l'école française de sociologie, au premier chef Émile Durkheim, qui, dans les règles de la méthode sociologique, montre que la sociologie est une discipline autonome parce qu'elle présente un objet qui lui est propre, extérieur aux individus, exerçant sur eux une contrainte. Alors précisons ce propos. À l'instar des faits physiques, biologiques, les phénomènes sociaux sont soumis, selon Durkheim, à des lois qui lui sont propres. Ainsi, la sociologie, comme nouvelle science, peut se constituer parce qu'elle s'applique à un ordre de faits distincts de ceux dont s'occupent les autres sciences, et parce que ces faits sont susceptibles d'être reliés les uns aux autres, expliqués les uns par rapport aux autres, sans user de faits d'une autre espèce. Pour Durkheim, ces faits sociaux existent, ce sont les sociétés, ces ensembles d'êtres humains. Certains sont durables, comme les nations, d'autres éphémères, comme les foules. Les uns sont très volumineux, les grandes églises, les autres restreints, les familles nucléaires. Quelle que soit la forme, la taille de ces groupements, ils présentent ce caractère d'être formés par une pluralité de consciences individuelles agissant, réagissant les unes aux autres. C'est à la présence de ces actions et réactions, de ces interactions, qu'on reconnaît les sociétés. Mais la question est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces regroupements, il en est qui manifestent la nature du groupe en tant que groupe et non pas seulement la nature des individus. Or, ces derniers existent. Le groupe, la foule ou société, a, selon Durkheim, une nature propre qui détermine chez les individus certaines manières de penser, de sentir, de se comporter. Ils sont, dira-t-on, sui generis. Par exemple, la conscience collective chez Durkheim. Elle est, pour lui, extérieure, c'est-à-dire qu'elle préexiste et perdure après les individus. Elle est également contraignante parce qu'elle renvoie à un ensemble d'obligations, de règles sociales qui s'appliquent par habitude. Par conscience collective, Durkheim entend l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société. Cet ensemble forme un système déterminé qui a sa vie propre. La conscience collective n'est pas la somme des consciences individuelles pour Durkheim. Elle constitue, selon lui, une réalité distincte, bien que diffuse dans toute l'étendue de la société. Elle est, dira-t-il, indépendante des conditions particulières où les individus se trouvent placés. Ils passent et elle reste. Elle est la même au nord et au midi, dans les grandes villes et dans les petites, dans les différentes professions. De même, elle ne change pas à chaque génération, mais elle relie au contraire les unes aux autres les générations successives. Elle est donc tout autre chose que les consciences particulières, quoiqu'elle ne soit réalisée que chez les individus. Elle est le type psychique de la société, type qui a ses propriétés, ses conditions d'existence, son mode de développement, comme tous les types individuels, quoique d'une autre manière, nous dit Durkheim. Un autre exemple est celui du langage, ou plutôt de la langue. Durkheim nous dira
l'enfant apprend une langue qui existe avant lui, dont les origines sont inconnues, qu'il reçoit et qu'il est tenu d'employer sans variation considérable. S'il crée effectivement une langue originale, elle le condamnerait à l'isolement. Une langue, dit-il, n'est pas seulement un système de mots, c'est-à-dire des étiquettes apposées sur des choses. Une langue implique une certaine manière de percevoir et d'analyser. Par conséquent, par la langue, ce sont les formes principales de notre pensée que la collectivité nous impose. Deuxième façon de concevoir le social, c'est le rapporter à l'action sociale. Cette définition du social considéré comme action sociale est caractéristique, cette fois, de la sociologie de Max Weber. On parle ainsi de sociologie compréhensive. En effet, Weber rapporte la spécificité du social, non plus aux faits sociaux comme chez Durkheim, mais à l'activité sociale, entendue comme une activité dotée d'un sens subjectif pour son auteur et orientée vers autrui. Plus précisément, Weber appelle sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et ainsi expliquer causalement son déroulement et ses effets. Par activité, Weber entend un comportement humain quand le ou les agents lui communiquent un sens subjectif. Et par activité sociale, Weber entend l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui par rapport auquel s'oriente son déroulement. Formulons deux précisions. La notion de sens veut dire que le sens visé subjectivement en réalité par un agent dans un cas historiquement donné, ce n'est donc pas un sens juste ou vrai objectivement. Deuxième précision, la frontière entre une activité significative et un comportement réactionnel est flottante, de sorte que Weber admet que les éléments compréhensibles et non compréhensibles d'un processus sont souvent emmêlés. Enfin, il s'agit alors de comprendre, c'est-à-dire de saisir par interprétation le sens significatif visé à construire scientifiquement pour dégager le type pur ou encore, dira-t-il, l'idéal type d'un phénomène qui se manifeste avec une certaine fréquence. Et effectivement, d'un point de vue méthodologique, Weber va utiliser la démarche nommée de l'idéal type, c'est-à-dire essayer de dresser un tableau de pensée à la fois réel et utopique qui regroupe de façon cohérente divers éléments d'une réalité empirique pour les mettre en évidence. L'idéal type n'est donc pas un idéal au sens d'un modèle ou d'une norme exemplaire. Il est plutôt, et à la fois, d'une part, un moyen pour mettre de l'ordre dans le désordre des faits sociaux, afin de les rendre intelligibles, et également un moyen pour échapper au jugement incontrôlé. L'idéal type est un tableau de pensée réel, parce qu'il s'inspire des faits observés par le sociologue, mais il est en même temps un tableau de pensée utopique, parce que l'idéal type, tel que construit par le sociologue, n'existe jamais tel quel dans la réalité. L'idéal type est donc une construction rationnelle qui rapporte le donné empirique à un cas idéal et non à une moyenne comme on peut le trouver chez Durkheim. Si le chercheur oublie que l'idéal type est une construction rationnelle et non la réalité historique, il risque alors de juger la réalité, de l'évaluer à l'aune de ses propres idéaux. On peut prendre un exemple pour préciser l'idéal type. Et cet exemple, on le trouve dans le 3e chapitre de l'ouvrage de Weber intitulé « Économie et société ». Et ce 3e chapitre s'intitule « Les types de domination ». Dans ce chapitre, Weber utilise cette méthode de l'idéal type pour comprendre et expliquer la légitimité de la domination et du droit. Par domination, Weber entend la chance de trouver des personnes prêtes à obéir. Quelle peut être donc
la légitimité qui conduit à la domination. Et pour répondre à cette question, Weber va construire 3 idéotypes. Le premier, c'est le type légal ou statutaire qui trouve sa validité dans un caractère rationnel. Autrement dit, dans cet idéal type légal ou statutaire, on obéit à un ordre impersonnel, objectif, légalement défini et arrêté. Deuxième idéal type, c'est le type traditionnel fondé sur la croyance en la sainteté des traditions. Dans ce second idéal type, on obéit à une personne qui détient le pouvoir désigné par la tradition. Troisième idéal type, c'est ce que Weber nomme le type charismatique, qui implique une soumission au sacré, à l'héroïque, à l'exemplaire. Dans ce cas, on obéit au chef auquel on accorde une confiance personnelle. Ces 3 types idéaux permettent aux sociologues de rationaliser intellectuellement ce qui fonde la domination, c'est-à-dire ce qui fonde la chance de trouver des gens prêts à obéir. Concernant la domination charismatique, laquelle suppose un personnage détenteur de qualités extraordinaires, Weber nous dit qu'elle ne peut être de ce fait que provisoire et tend toujours à se transformer dans les autres types de domination en se traditionnalisant et en se rationalisant. Troisième façon de définir le social, c'est de le rapporter à l'action réciproque. Et on trouve cette conception du social rapportée à l'action réciproque, par exemple, chez le sociologue allemand Georg Simmel. Contrairement au sociologue français de son époque, le social n'est pas l'ensemble des faits collectifs extérieurs aux individus pour Simmel, mais les formes que peut revêtir l'action réciproque. Simmel partage ici avec Max Weber une définition du social centrée sur l'action, mais il se distingue de Weber parce qu'il s'intéresse moins aux motifs, au sens de celle-ci, qu'aux formes diverses qu'elle prend comme interaction. Simmel fait une différence entre la forme et le contenu de la société. Pour lui, la société est là dès que plusieurs individus entrent en action réciproque, laquelle résulte toujours de certaines pulsions ou en vue de certains buts. Ces pulsions, ces buts ont pour effet que l'homme produit un être ensemble, dit-il. Il agit pour, avec ou contre les autres, mais il exerce à chaque fois des effets sur eux et en reçoit en retour. Ces actions réciproques signifient que les porteurs de ces buts, de ces pulsions, deviennent une unité. Toute unité présente des formes, dit-il, et des formes différentes, de l'union éphémère entre plusieurs durant une promenade à la famille. Par ailleurs, chaque unité sociale, quelle que soit sa forme, présente des contenus, c'est-à-dire la matière de l'unité. Toute unité pour Simmel est donc la forme qui se réalise d'innombrables manières différentes et dans laquelle les individus, à cause de leur intérêt, deviennent une unité à l'intérieur de laquelle ces intérêts se réalisent. Ainsi, forme et contenu sont inséparables, indissociables. Ce que la société construit pour Simmel, ce sont donc les manières de l'action réciproque. Enfin, on peut préciser que pour Simmel, le terme société est un concept général, abstrait pour ses formes. Il résulte de ce terme société qu'un nombre donné d'individus peut être une société à plus ou moins grand degré. Il n'y a jamais quelque chose comme une société en soi, car il n'y a pas d'action réciproque en soi, mais seulement des formes spécifiques d'interaction. C'est avec leur émergence que la société, dit-il, naît, car elles ne sont ni la cause, ni la conséquence de cette société, mais déjà cette société immédiatement. En guise de conclusion de ce premier cours, on comprend donc que tous les sociologues ne définissent pas de la même manière le social,
Et c'est précisément ce qui va, entre autres, donner lieu à différents grands courants théoriques en sociologie que nous allons traiter dans la suite des cours. Notamment, le prochain cours va porter sur le holisme.